Je m'appelle Londin Gosso, je suis membre cofondateur de l'ASBL Jean Pluriel et moi je défends surtout les droits des personnes intersexes ainsi que des personnes trans et non-binaires. Et le corps intersexe est en fait un corps qui a une variation ou des variations des caractéristiques sexuées. Alors les caractéristiques sexuées d'un corps intersexe, on ne peut pas les classer en tant que mâle ou femelle. Et donc ça veut dire que certaines caractéristiques sexuées sont soit un peu mâle, soit un peu femelle, soit un peu des deux, ou ni l'un ni l'autre. De manière très complexe, parce que le mot intersexe ou intersexuation, on ne l'a pas. D'abord, on reçoit un nom de diagnostic et on s'imagine qu'on a une maladie grave ou un syndrome et on ne sait pas qu'on est concerné par l'intersexuation. Un jour, certaines personnes d'entre nous entendent le mot intersexe parce que depuis, je vais dire, une vingtaine d'années, c'est devenu un mot militant où il y a des personnes partout dans le monde qui se sont levées pour dire « on veut l'arrêt des traitements qui mutilent des jeunes enfants ». Ça, c'était la première revendication des personnes intersexes. Et de fait, moi, je peux dire que j'ai été mutilée entre mes 0 et mes 3 ans. Et je n'ai pas d'autres mots pour décrire ce qui me concerne moi. Il me manque clairement une partie, je vais dire le mot, de mon clitoris. J'appelle ça une mutilation, point final. Les raisons, souvent, c'est d'essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé dans leur vie, d'essayer de comprendre un petit peu mieux leur situation médicale, parce que, comme disait Londé, souvent, les personnes intersexes ont très peu d'informations qui est donnée par les spécialistes qui les ont suivis quand ils étaient petits. Et sur pourquoi est-ce qu'on leur donne tel ou tel type de médicament, pourquoi on a fait tel type d'intervention, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Et donc c'est des personnes qui sont souvent en demande simplement déjà d'informations. Et donc j'essaye, autant que faire se peut, d'avancer avec eux et elles au niveau de ces questions-là. C'est pas toujours évident parce qu'au niveau des intersexuations, il y a vraiment beaucoup de types d'intersexuations différentes. Et il y a beaucoup de savoir médical à avoir, justement, que je ne prétends pas dominer entièrement. Mais par contre, j'essaye, moi, de filtrer, d'aller voir, d'entendre des spécialistes, de comprendre et de réexpliquer, de prendre le temps de poser les choses. Et le réseau psychomédico-social trans et interbelge est basé sur le respect du point de confort des personnes, qui est évidemment différent pour chaque personne, et où on est là pour écouter, entendre et accompagner, orienter en fonction de la demande particulière ou des demandes ou des souffrances particulières de ces personnes vers des spécialistes divers et variés qui font partie du réseau et qui ont signé une charte de respect de plusieurs conventions. Donc on a toute une charte à lire avec respect du Convention des droits humains, etc. Donc selon les chiffres de l'ONU, ça représente à peu près 1,7% de la population. Mais il y a une étude plus récente que celle de l'ONU, donc qui date de 2000, l'étude de Lucie Gosselin, dans son livre, qui se base elle-même sur une étude, date de 2008. Et là, on parle entre 1,7 et 4% de la population. Et donc il y a différentes façons. Donc soit l'intersexuation est visible. Donc par exemple, ça peut être une barbe chez une fille ou une femme. Ou bien ça peut être la forme des parties génitales, par exemple, où il n'y a pas de testicules chez un garçon, enfin un garçon, c'est-à-dire une personne assignée garçon, ou une personne qu'on a assignée mâle, où il n'y a pas, par exemple, d'utérus ou de vagin.
Donc ça, c'est des choses visibles. Ou ça peut être aussi, par exemple, une poitrine chez une personne qui a été assignée garçon. Donc là, on le voit. Par contre, il y a des choses, des variations qui sont internes, du style, chez une personne qui est assignée fille, on découvre que, alors par une échographie ou par une opération, qu'il y a un testicule interne, par exemple. Ou des choses visibles aussi, c'est par exemple un garçon a tout d'un coup des menstruations. Donc ça se voit. Des choses pas visibles, c'est évidemment tout ce qui est la génétique au niveau du karyotype. Donc par exemple, le karyotype, vous savez, on a 46 paires de chromosomes, donc c'est les karyotypes, c'est les XX ou XY. Des personnes peuvent avoir une combinaison du style XXY ou X0 qui ne relève pas de la catégorie mâle ou femelle. Ça, évidemment, ça ne se voit pas, donc il faut faire des tests de karyotype ou des tests plus poussés au niveau de la génétique. Alors la génétique, on peut faire des tests déjà avant la naissance, notamment pour déceler certaines variations génétiques. Alors on pense tout de suite à la trisomie 17, 19, 21, puisque les personnes veulent savoir si leur enfant sera trisomique ou non. Et donc dans ce cadre-là, dans ce test-là, donc des tests prénataux, on peut déjà déceler des variations génétiques. Le questionnement que ça a engendré chez moi, c'était d'abord de me rendre compte de ce que j'avais subi, de l'impact psychologique de ce que j'avais vécu, avait eu sur moi, de comprendre que j'avais subi de graves violences médicales, parce que ce sont des violences médicales qui vont à l'encontre des droits humains. Ce sont des violences médicales qu'on subit dans l'enfance et qui ont un caractère de violence sexuelle. Je me suis retrouvée, par exemple, à 12 ans, devant un médecin qui m'expliquait que pour être une belle femme, c'était bien d'avoir des gros seins. Et bien, je peux vous dire qu'à 12 ans, entendre ça, c'est très traumatisant. Je me suis retrouvée devant des médecins qui m'expliquaient que, en gros, pour être une femme légitime, je devais ressembler à un objet accessible. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est un objet consommable. Je ne sais pas ne pas. Moi, j'ai ressenti ça, et c'est une forme de viol, en fait. C'est une très grande violence quand on est mineur d'entendre ce genre de choses, quoi. Toute ma vie, encore maintenant, j'ai des difficultés avec le corps médical. Les intersexuations, c'est quelque chose de polymorphe, notamment au point de vue du métabolisme hormonal. On vient au monde hors norme. Donc là, j'ai très peur d'aller chez les médecins et maintenant, je passe plutôt par le réseau psychomédical de genre pluriel parce que là, déjà, ils ont une information et une écoute. Voilà. Tandis que d'autres médecins, quand je leur explique que je suis intersexe, ils ne savent pas, il y en a qui ne savent même pas que ça existe. Et comme j'ai des trous dans mes données médicales, comment est-ce que je fais pour expliquer aux médecins, attention, avec certaines choses, je peux être malade? Voilà, ça c'est aussi une grave erreur. Voilà. Et puis j'ai été hyper médicalisée sur certaines choses comme ma génitalité, et ils sont passés à côté d'une chose énormissime, par exemple dans mon cas, qui fait partie de la description du syndrome qui me correspond à moi. Par exemple, j'ai une dysplasie, je suis venue avec une dysplasie de la hanche au monde, et ça n'a pas été soigné. Et donc j'ai eu une usure de ce côté-là, en plus d'avoir eu un traitement hormonal qui a fragilisé mon squelette. Et donc je suis très en colère sur ce que j'ai subi parce que je vieillis très mal. Oui, beaucoup, c'est normal.
Oui, oui, c'est des personnes qui sont systématiquement ou quasi systématiquement maltraitées par le corps médical depuis leur enfance. Les personnes qui ont dû passer par des chirurgies et qui ont été forcées à faire des chirurgies enfants sont vraiment phobiques. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas vu de médecin pendant très longtemps et puis qui tout d'un coup se disent « bon, ben là, il faudrait peut-être que… » Et je pense que c'est vraiment une partie de l'iceberg, c'est-à-dire qu'arrivent dans le réseau certaines personnes qui commencent à se dire « bon, allez, ça a l'air… qu'on apporte les choses autrement », mais je pense qu'il y a énormément de personnes qui viennent plus en consultation tellement les maltraitances ont été fortes et où on n'a pas été à l'écoute de leurs questions, de leurs souffrances, et où on leur a dit tu dois faire ça, tu dois être comme ça, c'est comme ça, et on a dit aux parents. C'est un terme qui n'existe pas au sein du corps médical. Je veux dire, intersexuation, c'est un terme que moi, j'avais jamais entendu, puisque tout est présenté dans nos études de médecine en pathologie et syndrome. Et donc, il y a telle pathologie, telle maladie, tel problème génétique, voilà, c'est tout est en maladie, pathologie. C'est déjà un grand pas que de dire il y a des variations et non, ce n'est pas pathologique. Toutes ces variations existent et ce ne sont pas des maladies vu que… voilà, donc ça c'est déjà un énorme… c'est déjà quelque chose que les médecins n'ont pas compris à la base. Et nos profs et les UNIF, rien. Et donc nous, on n'a pas d'informations sur les intersexuations. On a des cours de génétique sur les personnes qui naissent avec XXY, hein, donc ça c'est une pathologie génétique, et alors ça fait ça, et on a une description du syndrome, mais on n'a pas du tout une conscience de ce que, par exemple, cette particularité-là fait partie des intersexuations, tout comme les hypospadias, c'est-à-dire quand l'orifice de l'urètre n'est pas au bout de la verge mais à un autre endroit de la verge, tout comme les ovaires micropolykystiques, qu'on nous dit c'est une autre pathologie, enfin voilà, tout est classé et segmenté en pathologie. En Belgique, pour l'instant, on a une résolution qui a été votée à l'unanimité l'année dernière, donc en 2020, au Parlement fédéral. Cette résolution est déjà un premier pas, donc, puisqu'elle elle reconnaît l'existence des personnes intersexes et elle demande au gouvernement de mettre un cadre législatif pour protéger l'intégrité physique des personnes intersexes. C'est déjà une chose, c'est déjà un bon pas, mais c'est vraiment le minimum puisqu'elle ne va pas assez loin pour protéger tous les droits fondamentaux des personnes intersexes. Ce que nous on veut, c'est que cessent les mutilations et tous les traitements médicaux non consentis sur les personnes intersexes, à tout âge. Deux, c'est au moins de faire en sorte qu'il y ait une information et le consentement complet, éclairé et libre des personnes concernées. Il faut aussi évidemment financer les associations qui luttent pour la défense des personnes intersexes, parce que sans financement, on ne sait rien faire. Nous, on forme les professionnels, on a besoin de financement. Et il faut évidemment aussi des formations et de l'information à toute la société, notamment les professionnels, mais aussi le grand public et les parents et les personnes forcément concernées elles-mêmes. Mais quand je n'en parle pas, ce n'est pas perçu. Voilà. D'autant que moi, j'ai un peu des difficultés à vivre socialement avec une barbe apparente, par exemple. Et donc, je l'enlève. Et socialement, je ressemble à une femme, donc je n'ai pas de problème quand je n'en parle pas. Par contre, avec mes amis ou dans mon intimité, il faut quand même bien que j'explique certaines choses. Et là, ça n'est pas toujours bien compris. Mais ça fait un tri, on va dire. Alors,
C'est très compliqué, même pour moi qui suis dans l'associatif depuis quelques années, j'en parle plus facilement et puis je parle de moi parce que il faut montrer l'exemple et dire aux personnes, ben voilà, ce qui vous concerne, c'est peut-être ça. Donc il y a encore énormément de personnes intersexes qui n'ont pas le bon mot, donc il faut en parler le plus possible. Et c'est très compliqué de parler de sa vie privée comme ça, c'est très difficile. Et puis quand les personnes sont concernées par des choses comme moi et qu'elles ont subi ça depuis l'enfance, c'est quand on a subi des violences qui sont presque de l'ordre sexuel, on n'en parle vraiment pas, on a honte, on ne se sent pas légitime de parler. Le réseau. Donc pour moi, les voies possibles, c'est vraiment d'aller vers les associations de personnes concernées pour les entendre, pour comprendre et pour pouvoir alors aborder autrement cette population. Et en fait, je pense que c'est les universités qui doivent se former avec les associations, faire entrer les associations. Ça commence pour les personnes trans doucement, pour les personnes inter, je pense encore vraiment très peu. Ça avance et évidemment, comme on a une association qui parle de personnes trans et inter, dès qu'on a une porte d'entrée, on parle des personnes inter pour justement faire entrer la thématique que personne n'a demandé qu'elle rentre. Mais en effet, c'est se former avec les populations des personnes concernées, tout d'abord en écoutant ce qu'elles ont à nous dire. Et ça, c'est clair que le corps médical doit apprendre à faire ça. Se former par les personnes concernées pour pouvoir déjà comprendre comment accueillir les demandes, comment accueillir les doléances et entendre toute cette diversité. Sans se former, on ne sait pas accueillir correctement. Donc il faut se former avec les associations et avancer. Et jamais fermer sa tête en disant « Ah non, c'est comme ça ». Non, on ouvre et on va se former. Et le réseau est là pour ça. On forme des professionnels tout le temps, dès qu'on peut, dès qu'on a une porte ouverte. De venir trouver des associations de personnes concernées, que ce soit genre pluriel, Intersex Belgium et même des associations dites de patients, parce qu'ils ont des informations que le médecin généraliste ou certains spécialistes n'auront pas. Et de ne pas hésiter à aller trouver des personnes référentes qui sont concernées pour comprendre ce qui arrive à leur enfant et pouvoir mieux l'accueillir. Parce que quand l'intersexuation est visible à la naissance, c'est très surprenant pour les parents. Parce que d'abord, on n'en parle pas beaucoup, alors que ça peut concerner 1,7% de la population. Et il y a énormément de parents qui ont la surprise de voir arriver un enfant différent. Laisser grandir l'enfant et l'amener à ce qu'il ait, à un moment donné, un choix corporel éclairé. C'est son corps, son choix, pas celui du parent. Cet enfant va avoir une vie normale, il va se scolariser de manière normale, tandis que s'il est mis sous traitement, il y en a qui subissent des dizaines d'opérations pendant leur enfance, fatalement ils sont déscolarisés.